Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Une invitée aujourd'hui, Brigitte Dutheil, qui a coécrit avec son père Régis Dutheil, L'homme super lumineux. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Brigitte Dutheil, bonjour, merci d'être avec nous. Oui. Alors vous êtes la fille du professeur Régis Dutheil, physicien et biophysicien. Vous avez écrit L'homme super lumineux paru en janvier 1990. Quel est le but et qui est-il cet homme super lumineux? Alors, le but au départ, c'était de proposer un modèle de conscience qui permettrait d'expliquer les expériences de mort imminente ou NDE dont les médecins comme Raymond Moody avaient publié de nombreux exemples dans les années 75 à 85. Alors pourquoi un modèle de conscience? Parce que ce qui nous semblait, en étudiant justement les cas de NDE, c'était que le problème essentiel permettant d'expliquer ces cas, c'était la nature de la conscience. Parce que si on considère que les NDE sont des expériences aux frontières de la mort et qu'il y a qu'elles sont la preuve d'une survie après la mort, eh bien il faut se pencher sur la nature de la conscience puisque c'est la conscience ou l'âme qui survit au corps après la mort. Donc c'était le but, construire un modèle de conscience et construire un modèle de conscience sur des données physiques. Sur des données de la physique moderne et en particulier donc grâce à des particules superlumineuses, d'où le titre de l'homme superlumineux qui est le titre que nous a trouvé notre éditeur. D'accord. Est-ce qu'il y a une correspondance avec la théorie d'Émile Pinel du champ unitaire ultime reprise par Jacqueline Bousquet? Alors, c'est une théorie qu'à l'époque nous ne connaissions pas. Ah oui. Donc, ouais. Mais je crois que c'est tout à fait normal qu'il y ait des correspondances entre différentes théories, parce qu'effectivement, on s'aperçoit assez vite que à la même époque, différentes personnes, sans se connaître, construisent des modèles identiques sous des noms différents, mais finalement les idées sont les mêmes. Et en l'occurrence, là, depuis, je dirais, une quarantaine d'années, les scientifiques et beaucoup de physiciens en particulier, des médecins, se réapproprient le terrain qui était jusque-là celui des philosophes ou des hommes de religion, à savoir le devenir de la conscience après la mort. Alors ça rejoint tout à fait la physique quantique. Alors oui, tout à fait. On est en plein dedans. Effectivement, cette théorie superlumineuse, c'est à la base effectivement une théorie physique. Donc dans les années 60, deux physiciens américains ont émis l'hypothèse qu'il existait des particules allant plus vite que la lumière. Or, effectivement, jusque-là, la physique relativiste d'Einstein émettait l'idée qu'il était impossible de franchir des vitesses au-delà de la lumière. Alors effectivement, à partir du moment où on fait l'hypothèse que des particules peuvent aller plus vite que la lumière, effectivement, on bouleverse un petit peu les règles de la physique telles qu'elles étaient posées au début du XXe siècle, et on s'aventure effectivement dans le domaine de la physique quantique. Et ça, c'était effectivement le domaine de mon père qui était physicien. Et donc quand il a pris connaissance dans les années 70 des travaux de ces deux physiciens américains,
eh bien, il s'est dit qu'il fallait qu'il construise une théorie mathématique qui permettrait de rendre compte, de justifier réellement de l'existence de ces particules superlumineuses. Et en construisant cette théorie, dont il a publié de nombreux extraits dans différents journaux scientifiques de l'époque, eh bien, il est arrivé à un certain nombre de conclusions qui rejoignent celles de la physique quantique, mais qui également ont des conséquences philosophiques. D'accord. Alors il y aurait un univers superlumineux, mais il y aurait aussi un univers sous-lumineux. Voilà. Alors l'idée, effectivement, c'est que l'univers, en fait, le monde que nous connaissons, est partagé en deux. Il y a d'une part notre univers que nous connaissons, où tout va moins vite que la lumière. C'est l'univers sous-lumineux, ou infralumineux, comme on veut. Il y a une frontière qui est constituée par les particules allant à la vitesse de la lumière, les photons, 300 000 km à la seconde, et au-delà, il y a un autre univers, symétrique du nôtre, qui est l'univers superlumineux, celui où toutes les particules vont à des vitesses supérieures à celles de la lumière et peuvent aller jusqu'à des vitesses infinies. Et effectivement, dans cet univers superlumineux, eh bien, les lois en particulier régissant la causalité, la nature du temps, ne sont pas du tout les mêmes que dans notre univers sous-lumineux. Alors, pour vous donner donc un exemple précis, dans notre univers sous-lumineux, le temps s'écoule toujours du passé vers le futur. Et donc, effectivement, les événements sont reliés par des liens de cause à effet, alors qu'au contraire, dans l'univers superlumineux, tous les événements passés, présents, futurs sont accessibles instantanément. Alors pourquoi? Ça semble étrange. Eh bien, avec les calculs mathématiques, en fait, dans cet univers superlumineux, le temps et l'espace, les axes de temps et d'espace sont confondus, et puisque les vitesses sont infinies, on peut se déplacer donc instantanément en tout point de l'espace, mais donc en se déplaçant instantanément en tout point de l'espace, on se déplace également instantanément en tout point du temps, du passé, du présent, du futur. Donc quelqu'un qui se situerait dans cet univers superlumineux aurait accès instantanément à tous les événements passés, présents, futurs. Donc l'impression d'écoulement du temps, évidemment, n'existe pas. Le temps se présenterait à cet observateur comme une sorte d'éventail où tous les événements seraient accessibles en même temps. Et évidemment, dans cet univers, la loi de causalité n'a plus de raison d'être, puisque effectivement, la causalité est liée très étroitement à l'écoulement du temps. Alors que là, on peut voir en fait la cause en même temps que l'effet. Donc vraisemblablement, dans cet univers, les événements seraient reliés par des liens de connaissance, de synchronicité, de signification, qui n'auraient rien à voir avec notre loi de causalité. Alors finalement, c'est ce que nous rapportent les expérienceurs de NDE quand ils se trouvent décorporés et qui passent justement ce fameux tunnel et ils disent le passé, présent et futur ne faisaient qu'un, j'avais toutes les informations instantanément. Voilà. Alors c'est effectivement ce qui nous a frappé puisque nous étions, mon père et moi, de grands lecteurs, des lecteurs passionnés de ces recueils de témoignages de NDE, donc tels qu'ils ont été recueillis par Raymond Moody, mais également par Kenneth Ring, par Michael Sabom, tous ces grands précurseurs. Et très vite, quand nous avons étudié ces témoignages américains, mais aussi d'autres témoignages français, puisque nous avons travaillé au sein d'associations françaises qui en recueillaient, eh bien, effectivement, là, beaucoup de témoins font état de ce bouleversement de leurs repères spatio-temporels. Ce qui nous a confirmé dans l'idée qu'il était important de construire un modèle de conscience prenant en compte, en fait, ces théories physiques nouvelles. Et nous nous sommes dit, finalement, si l'on se contente de concevoir l'homme
comme un corps avec un cerveau animé par des neurones, etc., jamais on ne pourra rendre compte, en aucun cas, de ces expériences et de ces bouleversements spatio-temporels. Il faut donc utiliser d'autres paramètres. Et là, nous nous sommes penchés sur les travaux d'un prix Nobel de médecine australien, Sir John Eccles, qui a eu le prix Nobel en 1963, et qui a, au cours d'un certain nombre d'ouvrages, démontré que le cerveau n'était pas le siège ultime de l'intelligence et des sensations, mais que le siège ultime de l'intelligence et des sensations se trouvait dans un champ de conscience. Et il employait à dessein le mot champ, puisque selon lui, ce champ était constitué de particules dont la nature restait à découvrir, disait-il en 1963, et il les appelait provisoirement des mains-dons, mind en anglais veut dire conscience. Et donc nous avons repris cette hypothèse en l'associant à d'autres hypothèses, celle de Karl Pribram sur l'univers holographique, et nous avons dit, finalement, effectivement, tout être vivant est constitué d'un corps qui est constitué de particules sous-lumineuses, allant en dessous de la vitesse de la lumière, mais relié à un champ de conscience constitué de particules superlumineuses et doté des propriétés, donc, dont je viens de vous parler tout à l'heure, à savoir donc cette faculté de percevoir tous les événements passés, présents, futurs en même temps, et également cette faculté de ne pas être soumis aux lois de la causalité et d'avoir une connaissance beaucoup plus importante, beaucoup plus étendue, un accès à l'information beaucoup plus étendu que dans l'univers sous-lumineux. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on dit que notre monde, souvent on rencontre des personnes qui font des recherches et qui nous disent que le monde physique n'a pas de réalité en tant que tel, notre monde physique serait qu'un hologramme. C'est bien de ça que vous parlez. Tout à fait. Alors effectivement, c'est dans les années 70, un neurochirurgien américain, Karl Pribram, a émis cette hypothèse, cette théorie holographique dont nous avons parlé dans notre livre, à savoir qu'effectivement, notre univers ne serait que le reflet, la projection d'une réalité fondamentale qui se situerait dans un univers d'ondes où le temps et l'espace seraient effondrés, dit-il, donc n'auraient pas du tout les mêmes valeurs et ce serait donc un univers de connaissances fondamentales. Et la réalité qui nous entoure, les objets, les êtres vivants, ne seraient que des images à 3 dimensions, des hologrammes. Et donc nous disons un petit peu la même chose, effectivement, associé à notre modèle de conscience, nous avons repris cette idée, ce modèle d'univers holographique, et donc en disant que la connaissance fondamentale se trouve dans l'univers superlumineux, où effectivement, et ça ce sont les théories mathématiques qui le disent, autant dans notre univers sous-lumineux il y a un désordre constant, c'est ce que les physiciens appellent l'entropie, autant dans l'univers superlumineux il n'y a plus de désordre et il y a une information constante, continue, qui n'est pas perturbée. Donc, dans cet univers superlumineux serait celui de la connaissance fondamentale et il se projetterait en quelque sorte, il projetterait sa réalité sous forme d'hologramme, d'images à 3 dimensions pour constituer l'univers sous-lumineux. C'est-à-dire que notre corps ne serait, et notre cerveau ne serait que des hologrammes qui seraient informés, et j'emploie le mot à dessein, c'est-à-dire c'est des hologrammes à qui l'univers fondamental donne sa forme et donne également de l'information. Donc notre corps et notre cerveau seraient littéralement informés par les champs de conscience superlumineux. Brigitte Dutheil, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants.
Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Brigitte Dutheil et l'homme super lumineux. C'est la deuxième partie de la clé du mystère. Alors quelque part, on pourrait comparer ça à un jeu vidéo, le monde dans lequel on évolue. Oui, tout à fait. On pourrait tout à fait comparer cela à un jeu et on peut se demander si nos existences humaines, effectivement, ne sont pas, si nos incarnations ne constituent pas un jeu gigantesque qui serait effectivement animé par les consciences super lumineuses. Ouais. Alors c'est ce qui expliquerait aussi certains phénomènes paranormaux, par exemple le concert du Jardin du Luxembourg, les visions des jeunes Anglaises à Versailles, et il y a plein d'exemples comme ça, ça peut expliquer. Oui, alors effectivement, ce concert mystérieux au Jardin du Luxembourg a été rapporté donc dans les années 1925 dans les annales de la préfecture de police de Paris. Il figure dans un certain nombre d'ouvrages et effectivement un jeune étudiant en médecine qui s'appelait Jean Romier croise un jour au Luxembourg sur un banc un charmant monsieur avec qui il parle de musique et ce monsieur lui dit mais je fais régulièrement avec ma famille de la musique de chambre dans mon appartement. Si vous voulez venir ce soir chez nous, il lui donne une adresse. Le jeune homme se présente effectivement et passe une très agréable soirée en compagnie d'un jeune officier de marine, en compagnie d'un séminariste, etc. Et puis il quitte en fin de soirée cet appartement et ressort dans la rue et s'aperçoit au bout de quelques minutes qu'il a oublié son briquet dans l'appartement. Et donc cherche à remonter et personne ne lui répond dans l'appartement. Donc il a beau frapper, donc le concierge est averti par le bruit et lui dit mais que demandez-vous monsieur, il n'y a personne depuis des années dans cet appartement, les propriétaires sont morts. Et l'affaire ayant été donc jusqu'au commissariat du quartier, on convoque l'héritier de la famille de cet appartement et effectivement Jean Romier apprend avec stupeur que toutes les personnes qu'il est censé avoir vues sont mortes depuis un certain nombre d'années. Donc il a eu affaire à des fantômes, c'est-à-dire en fait des hologrammes, des images à 3 dimensions, car les fantômes seraient aussi des hologrammes d'un autre type qui serait vraisemblablement projeté par nos décédés qui seraient dans l'univers superlumineux pour nous envoyer des messages, pour effectivement éviter certains événements parfois ou pour se manifester. On ne sait trop dans quelles circonstances. Et Versailles, effectivement, les promeneuses de Versailles, c'est un petit peu la même chose. 2 touristes anglaises qui, au début du siècle, effectivement, se promenant dans le parc de Versailles, croisent tout d'un coup des personnages de la cour de Louis XVI et de Marie-Antoinette et elles ont eu l'impression effectivement d'être projetées littéralement dans le temps. Alors, les médiums communiqueraient justement avec cet univers super lumineux. Alors les médiums, tout à fait, seraient effectivement des gens qui arriveraient à communiquer avec cet univers. Alors comment ? Parce que effectivement, nous disons que tout être vivant est constitué d'une partie sous-lumineuse, donc le corps, le cerveau, et d'une partie superlumineuse, le champ de conscience, qui lui a accès à toutes les informations. Mais effectivement, dans notre vie quotidienne, nous n'avons pas l'impression d'avoir accès à cette masse d'informations merveilleuses et à cette connaissance universelle. Pourquoi ? Parce que le cerveau constitue un filtre de l'information et le Sir John Eccles en avait bien parlé, avait assigné effectivement au cerveau ce rôle de filtre et donc le cerveau réorganise les informations en provenance du champ de conscience superlumineux, les réorganise suivant le schéma spatio-temporel à 3 dimensions
qui est le nôtre dans notre univers sous-lumineux et qui nous permet de vivre. Alors il semblerait qu'effectivement un certain nombre d'êtres humains, qui sont des médiums, eux arrivent justement à aller au-delà de ce filtre. Alors, est-ce que le filtre de leur cerveau ne fonctionne pas correctement? Est-ce que ils ont justement une capacité supérieure à accéder à ces informations? Bref, en tout cas, effectivement, tout se passe comme si certains voyants, certains médiums, certaines personnes qui font de la télépathie arrivaient à justement être en communication directe avec le champ de conscience superlumineux et donc avec les informations disponibles dans ce champ de conscience. Car au niveau du champ de conscience superlumineux, il y a en fait le lien avec tous les champs de conscience de l'univers, puisque l'univers superlumineux serait en fait une connexion de tous les champs de conscience, donc avec une information, une connaissance universelle. Donc effectivement, un médium n'aurait qu'à puiser dans ces informations du champ de conscience pour se connecter au champ de conscience de décédés, au champ de conscience, quand il s'agit de voyance, de personnes qui sont en face d'eux, et ce qui permettrait de leur annoncer des événements de leur passé, de leur présent, de leur futur. Vous remarquerez d'ailleurs que beaucoup de voyants, de médiums, ont souvent du mal dans leur voyance à faire le partage entre les événements passés, présents, futurs. Souvent le temps est très difficile en voyance à dater précisément. Ce qui montre bien justement qu'il y a accès à cet univers où le temps n'a plus les mêmes valeurs que dans le nôtre. Alors, à travers le rêve, ne serions-nous pas déjà dans une autre dimension et peut-être dans cet univers superlumineux? Alors certainement, le rêve est effectivement une porte d'accès à ce champ de conscience, puisque quand nous dormons et quand nous sommes en état de rêve, notre cerveau est déconnecté en quelque sorte, et effectivement nous avons le filtre ne fonctionne pas et nous avons accès vraisemblablement par le biais du rêve à des informations de ce champ de conscience superlumineux. Alors, il faut distinguer les rêves. Effectivement, beaucoup de rêves constituent en quelque sorte le brassage des informations que nous avons enregistrées en état de veille, et la plupart des rêves n'ont pas une importance sémantique très importante, mais effectivement, il y a certains rêves, les rêves prémonitoires, qui marquent justement ce lien avec le champ de conscience superlumineux. Et nous avons tous plus ou moins fait à certains moments de notre existence, quand nous sommes confrontés à des événements très importants, souvent à des stress très importants, nous avons tous fait plus ou moins des rêves prémonitoires et nous savons qu'en général, ces rêves s'imposent à nous avec une force extraordinaire qui laisse un souvenir indélébile et qu'ils justement ont une force d'avertissement, de connaissance extraordinaire qui montre bien leur lien avec le champ de conscience superlumineux. Alors il y aurait une ceinture photonique autour de la Terre et nous serions en train de pénétrer dans cette ceinture photonique qui nous ferait changer de dimension. On en parle beaucoup en ce moment, un peu partout. Qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas d'opinion particulière parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas une scientifique de formation. Effectivement, quand vous avez présenté le tandem que nous formions avec mon père, mon père était médecin, professeur en faculté de médecine et physicien, chercheur en physique, et moi je suis une littéraire de formation. J'ai fait des études de lettres, d'histoire, et je suis bibliothécaire. Et donc c'est vrai que mon père est malheureusement décédé il y a un peu plus de 20 ans maintenant, 21 ans, et je me contente de suivre en amateur relativement éclairé les différentes recherches scientifiques, mais je ne me risquerai pas à donner un avis précis
sur la valeur physique de ces informations. Oui, alors c'est pareil, on dit aussi que la Terre a changé de fréquence, elle était à 7,5 Hz et actuellement elle serait à 13,5. Vous avez pris connaissance de cette information ? Non. Bon, voilà. Vous avez également publié un autre livre, La médecine superlumineuse, en 1992. Voilà. Et quel est le but justement de cet ouvrage ? Alors le but de ce livre, il était donc publié 2 ans après l'autre, et c'était de préciser un petit peu notre vision de l'être humain, de tout être vivant. Et nous évoquions donc ce modèle de conscience dont je vous ai parlé dans notre premier livre, et dans ce deuxième livre, nous cherchions à montrer comment étaient reliés le corps et la conscience, et quelles conséquences il pouvait y avoir effectivement au niveau de la santé. Alors donc c'était le développement un petit peu de ce livre. C'était le but de ce livre. Alors, vous avez été présidente de l'Union scientifique francophone pour l'investigation psychique et l'étude de la survivance. Vous pouvez nous parler de cette association et de ses objectifs ? Oui, alors donc l'USFIPES, oui. Effectivement, là vous avez eu la gentillesse d'énumérer la signification du sigle dont je ne suis pas l'auteur malheureusement, qui a été trouvé un petit peu malencontreusement parce que c'est un sigle compliqué par l'un des présidents qui est décédé depuis, qui était André Dumas. Cette association a été créée en 1919 sous le titre de Société psychique, donc elle va bientôt fêter ses 100 ans dans 3 ans, et cette association avait pour but d'offrir un lieu de conférence à tous les chercheurs dans les disciplines justement de recherche sur la vie après la mort, mais également toutes les techniques de connaissance de l'être vivant, les médecines parallèles, tout ce qui est également ésotérisme, religion, etc. Nous accueillons donc dans notre salle de conférence qui est dans le 1er arrondissement au niveau du Palais Royal, nous accueillons tous les après-midi, sauf le mardi, des conférences de cette nature. Ça, c'était le premier but. Et le deuxième but était de proposer des expériences de médiumnité en public. Et donc nous avons une équipe qui est un petit peu variable, mais disons d'une 30aine de médiums. Je dis variable parce que certains médiums, hélas, vieillissent, disparaissent et sont remplacés par de nouveaux médiums. Donc en gros, nous avons une 30aine de médiums, c'est-à-dire il y a un médium différent par jour qui se produit. Et ils font des expériences directement en salle, donc délivrant aux personnes qui sont dans les salles, un peu au hasard, des messages de leurs proches décédés. Alors, il y a eu des messages probants qui ont interpellé, qui vous ont interpellé ? Tous les jours, les auditeurs nous prouvent qu'il y a des messages probants. Il suffit de venir écouter une séance et on se rend compte que nos médiums arrivent à donner les caractéristiques de tel ou tel décédé, arrivent à donner des messages qui sont vraiment tout à fait probants. Et effectivement, de ce point de vue-là, le but de l'association est totalement rempli, puisqu'effectivement, ces expériences médiumniques ont pour but de prouver l'existence de la survie. Brigitte Dutheil, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Brigitte Dutheil et l'homme super lumineux. C'est la deuxième partie de la clé du mystère. Alors, depuis le colloque de Martigues et celui de Marseille, pensez-vous que les recherches ont progressé ?
Alors, la collecte des informations a beaucoup progressé puisqu'il y a énormément d'associations qui se sont créées à travers le monde, surtout le monde occidental, c'est-à-dire Amérique du Nord, un peu Amérique du Sud, et puis Europe. Par contre, malheureusement, dans Afrique, Asie, il y a beaucoup moins d'associations. Mais donc la collecte a énormément progressé. Le problème, c'est plutôt, je dirais, l'interprétation des données. C'est-à-dire, on se rend compte, et lors du colloque, le colloque de Martigues a eu lieu déjà il y a un certain nombre d'années, mais il y a eu, donc le colloque de Marseille est quand même beaucoup plus récent, puisqu'il date de mars 2013, et Raymond Moody y était à nouveau, et finalement, ainsi que bon nombre de médecins, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'explication scientifique toujours qui tiennent la route sur ces phénomènes de NDE. Ce qui est marquant, c'est que ces phénomènes sont, enfin de NDE ou de EMI, expérience de mort imminente en français, NDE en anglais, Near Death Experience. Ce qui est frappant, c'est que ces expériences sont véritablement acceptées maintenant partout. Parce que dans les années 70-80, il fallait se battre pour démontrer la réalité de ces expériences. Et on était considéré avec beaucoup de scepticisme par un certain nombre de médecins, de scientifiques. Actuellement, l'existence de ces expériences est reconnue partout. Et il n'y a plus à se battre pour en reconnaître la validité et la véracité, ce qui est déjà un pas très important. Mais incontestablement, il n'y a pas encore de théorie scientifique globale, malgré des efforts de recherche, qui en explique la validité. Et dans le livre, donc l'homme superlumineux, nous sommes les seuls à proposer cette théorie, à savoir que ces expériences de NDE sont le passage, la séparation très exactement du corps, du cerveau, avec le champ de conscience superlumineux. Le champ de conscience superlumineux donc quitte le cerveau et le corps, traverse le mur de la lumière et retrouve son univers fondamental, l'univers superlumineux. Et nous expliquons une par une les 10 phases de NDE, d'expérience de mort imminente, qui avaient été détaillées par Raymond Moody ou par Michael Sabom. Mais visiblement, vous avez mis le doigt dessus, vous, il est chercheur en physique quantique. Et oui, et je suis toujours étonnée que finalement il n'y ait pas eu d'autres théories scientifiques valables sur ce sujet, car vraiment moi de ce point de vue-là j'essaie de suivre effectivement les tentatives d'explication sur les NDE et je m'aperçois que il n'y en a pas. Vous avez eu un certain nombre de théories psychologiques à une époque, de théories partielles qui cherchaient à amoindrir le phénomène en disant il s'agit d'hallucinations, ensuite il s'agit de problèmes d'anesthésie, puis de sécrétion d'endorphines, puis il y a eu différentes théories, mais aucune, et toutes ces théories sont tombées une à une. Maintenant on accepte le phénomène, mais on ne trouve pas le moyen de l'expliquer. Et nous disons très nettement que les premières phases, par exemple, des NDE, quand les patients disent qu'ils ne peuvent plus communiquer avec leur entourage, mais qu'ils continuent à percevoir ce qui les entoure, à savoir la salle d'opération, les conversations entre le personnel médical, etc. Nous l'expliquons parfaitement, puisque nous disons que le siège des sensations et de l'intelligence se trouve dans le champ de conscience superlumineux. Le cerveau est déconnecté, mais aussitôt, le champ de conscience superlumineux, qui est le siège fondamental de l'intelligence et des sensations, prend le relais. D'où même des sensations beaucoup plus aiguës, beaucoup plus vives que relatent les personnes, les témoins qui ont ces sensations. Et quand nous disons, d'autre part, quand les patients disent qu'ils ressentent une sensation de paix extraordinaire, d'apaisement, nous disons là encore que c'est tout à fait logique, puisque le corps qui appartient à l'univers sous-lumineux, qui est soumis au désordre, à la loi d'entropie, au stress,
extérieur, le corps est déconnecté, mais au contraire, c'est le champ de conscience superlumineux où il y a une information totale, où il n'y a plus aucun désordre qui prend le relais, et donc il est normal qu'il y ait cette sensation de paix et d'apaisement. Le passage donc dans l'univers superlumineux, par le franchissement de la frontière du photonique du mur de la lumière, ça n'est autre que le tunnel que visualisent les patients qui font cette expérience. Ils ont l'impression d'être projetés dans une zone obscure, hors du temps et de l'espace, dit-il, à une vitesse extraordinaire, ce qui sous-entendrait bien ces vitesses superlumineuses. Et en fait, cela correspond pour nous au passage d'un univers à l'autre, au passage du mur de la lumière. Et ensuite, l'arrivée dans l'univers superlumineux, avec cette lumière extraordinaire qui les accueille, avec cette impression de connaissance absolue, et également aussi la revue de vie, la revue de l'existence. Oui. Beaucoup de patients sont soumis à cette impression d'avoir à revivre tous les événements de leur vie, passés, présents, en détail, et certains, comme des témoins, comme par exemple Nicole Dron, qui est un témoin français, tout à fait, que vous avez d'ailleurs interviewé. Oui, c'est une amie, Nicole. Font état de la perception d'événements de leur futur. Ce qui montre bien, et qu'ils ont ensuite, puisqu'ils sont revenus à la vie, Nicole Dron est revenue à la vie, a vécu de longues années après, et elle a vu se réaliser ce qu'elle avait perçu lors de sa NDE, elle l'a vu se réaliser bien des années après. Et donc, le fait qu'il y ait perception d'événements passés, présents, futurs, montre bien, effectivement, ce que nous disons, à savoir qu'au niveau de l'univers superlumineux, il y a absolument accès à tous les événements passés, présents, futurs en même temps. C'est vrai que Nicole disait qu'elle prenait conscience de ses vies passées et elle voyait sa vie future. Voilà. Ouais. Voilà, et ça s'explique parfaitement avec le modèle que nous proposons. Et qui donc, ce modèle qui associe finalement des recherches physiques classiques. Nous avons, en fait, dans ce livre, nous avons associé des recherches physiques classiques, un modèle de conscience emprunté à la neurochirurgie et à la médecine, et puis des considérations philosophiques. Alors, vous êtes également astrologue. Oui. Oui. Vous pouvez nous expliquer ? Alors, j'ai toujours été passionnée par l'astrologie dès mon adolescence et j'ai d'abord monté des thèmes astrologiques pour des membres de ma famille, pour des amis, et puis je me suis lancée ensuite pour faire des thèmes astrologiques à des personnes que je ne connaissais pas du tout, donc pour faire de la clientèle. Il y a, mon Dieu, une grosse trentaine d'années, un peu plus de 30 ans maintenant, et donc je donne des conférences et des cours d'astrologie dans le cadre de l'association dont vous avez parlé, l'IFIPES, qui est à Paris, et puis je donne des consultations aussi. Et j'estime que effectivement l'astrologie est tout à fait une technique super lumineuse, c'est-à-dire une des techniques d'accès au champ de conscience super lumineux. Alors, le livre « L'homme superlumineux », c'est aux éditions Sambre, c'est bien ça ? Est-ce qu'il est toujours disponible ? Il est toujours disponible puisqu'il est sorti pour la première fois en 1990, mais il est réédité à peu près tous les 2-3 ans, donc il est tout à fait disponible actuellement, de même que la médecine superlumineuse qui est également disponible. Et c'est toujours aux éditions Sambre Et c'est toujours aux éditions Sambre. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Alors non, on ne peut pas me retrouver sur Internet parce que je n'ai pas de site Internet. Alors, si on regarde Internet, on s'aperçoit effectivement, quand on tape Brigitte Dutheil ou Régis Dutheil, qui était le nom de mon père, ou Homme superlumineux, ou Médecine superlumineuse, on s'aperçoit qu'on a plein d'occurrences avec des commentaires de certaines personnes, avec des liens, avec des conférences, etc. Mais moi, je n'ai pas de site. D'accord, pas de page Facebook non plus. Non, pas de page Facebook. D'accord. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Le message adressé aux auditeurs, c'est ne pas avoir peur de la mort, qui
qui n'est qu'un passage. Oui. Et en fait, et qui est le retour finalement à la maison, à notre univers d'origine. Notre vie, notre incarnation est une incarnation parmi d'autres, car je crois également à la réincarnation. Et le retour à l'existence fondamentale, c'est le moment de la mort. Et effectivement, il y a toujours une angoisse pour savoir dans quelles circonstances va se faire ce passage. Nous avons tous peur de la maladie, nous avons tous peur de la souffrance, mais la mort en elle-même est une délivrance. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir souvent le visage apaisé qu'ont beaucoup de décédés, qui montre que justement ils se sentent pleinement délivrés en accédant à ce nouvel univers. C'est ce que disait Nicole, je rentrais à la maison. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et quand on lit beaucoup de témoignages, et j'en ai lu énormément, des témoignages américains, mais aussi des témoignages français, on se rend compte à quel point on plonge dans un univers de bonheur, de connaissance, et tous les témoins disent que quand ils entrent dans la lumière, ils ont l'impression d'être enfin acceptés tels qu'ils sont réellement, d'être acceptés, d'être aimés, ils sont enveloppés d'amour, et ils n'ont plus du tout l'impression d'être isolés, d'être tristes, etc. Et la mort, en quelque sorte, est un bonheur. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire je ne recommande pas d'aller faire des expériences ou de se suicider exprès non, surtout pour accéder à cet univers. Nous avons tous quelque chose à faire sur cette terre. On est là pour ça. Nous avons un passage à vivre qui est nécessaire, que nous ayons des épreuves à traverser, que nous ayons des difficultés, tout cela est nécessaire, rentre dans un schéma que nous ne comprenons pas toujours, qui nous semble parfois terriblement injuste, mais qui apparemment est nécessaire. Et en tout cas, il ne faut pas avoir peur du retour à la maison. Oui, c'est vrai, ils ont des mots très très forts. Nicole me disait « 1000 soleils se levaient en moi ». Oui, c'est puissant. Tout à fait. Tout à fait, et c'est vrai que on a toujours beaucoup de témoins quand ils relatent leur expérience, sont envahis par l'émotion, pleurent encore d'émotion, et c'est vrai qu'à écouter des témoins, à relire ces témoignages, on se sent envahi par la même émotion. Et au congrès de Marseille, auquel vous faisiez allusion, qui a eu lieu au mois de mars 2013, il y a eu un témoignage tout à fait extraordinaire qui nous a été donné par un médecin, ce qui en faisait tout le poids, qui était un brillant neurochirurgien, le docteur Eben Alexander, qui a publié un livre sur son expérience, et il avait eu une méningite virale, quelque chose auquel il n'aurait pas dû survivre, et il y a survécu alors qu'il y avait à peine 1% de chance pour qu'il survive, et il a fait donc une expérience de mort imminente, extraordinaire, qu'il a relatée, et c'est vrai que tout ce qu'il nous a raconté soulevait une émotion intense, et je me souviens très bien que dans la salle du Palais des Congrès de Marseille, où il y avait à peu près 1 millier de personnes, tout le monde s'est levé ensuite pour l'applaudir. C'est lui qui a sûrement été le plus applaudi de tous les intervenants. Brigitte Dutheil, merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans la clé du mystère, et à très bientôt, j'espère. Et bon courage pour la suite. Au revoir. Fréquence Évasion.